Ça fait 5 ans que Tribe existe. J'avais envie pour ce Tribe-là de faire un Tribe un peu plus philo. Il s'appelle David Garbeau. Il est directeur marketing donc, de Fleury Michon. Et le claim de Fleury Michon depuis quelques années, depuis que David est à la tête du marketing, c'est de dire c'est pas parce que, enfin je vous la fais en courte, il vous expliquera ça mieux que moi bien sûr. C'est pas parce qu'on est industriel qu'on fait des choses pas bonnes et c'est notre devoir de ne pas mentir et de faire de proposer à nos clients de la qualité. Alors nous tous, je pense qu'on est tous très sceptiques quand on entend ça. J'en ai parlé longuement avec David. Il a vraiment des arguments et je pense qu'il a vraiment un discours très intéressant sur le sujet et je vous demande de l'accueillir. David Garbeau. Bonsoir. Alors on vient de parler du mensonge, je suis directeur marketing. Bonjour. Quand on a fait le warm-up tout à l'heure, on m'a présenté comme président de la République. Donc ça fait dur à porter pour démarrer cette introduction. Néanmoins, effectivement, le marketing est au centre de toute une série de questions aujourd'hui sur comment est-ce qu'on peut transmettre et ne pas manipuler, transmettre une forme de vérité aux consommateurs. Et moi, je travaille, ça a été dit, dans l'alimentaire. Fleury Michon, c'est une marque qui, vous connaissez tous, c'est la deuxième marque qui est la plus achetée en France. Mais il y a peu de gens qui savent que c'est une entreprise en fait qui est encore familiale et indépendante. Et c'est sans doute une des raisons qui nous amène à poser les choses peut-être de manière un petit peu différente. Jusqu'à présent, c'est une marque qui se racontait pas beaucoup parce que c'est une entreprise vendéenne et comme dans tout l'agroalimentaire, il y avait un peu une idée de se dire vivons heureux, vivons cachés, on ne sera pas embêtés. Et puis, il y a eu depuis 10 ans des scandales alimentaires dans tous les sens qui ont fait vraiment des ravages parce que sur l'alimentation, finalement, on a confié notre quotidien, puisque c'est quelque chose qui se passe tous les jours, à un certain nombre d'intermédiaires, dont nous, les industriels, avec l'idée que tout allait très bien se passer. Et puis, moi j'ai 3 enfants, j'ai un enfant de 8 ans qui en ce moment est en primaire, et puis on lui apprend qu'à la ferme il y a des cochons, et c'est Martine qui s'en occupe, et les cochons ils sont super heureux dehors, ils gambadent, ils ont une petite auge, ils boivent de l'eau. Et quand mon fils apprendra, j'en ai déjà parlé, mais quand ses camarades apprendront que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, il va tomber de sa chaise. Il va tomber de sa chaise parce qu'il va découvrir une réalité qui est à milieu de cet imaginaire qui s'est forgé très tôt, souvent pour de très bonnes raisons. Et il va avoir le sentiment que ceux qui ont présenté cette nouvelle image l'ont trahi. Et je pense que dans l'industrie agroalimentaire, il y a énormément de choix qui ont été faits depuis des années et qui amènent à une distorsion incroyable entre cette réalité du quotidien et puis la perception ou l'image ou ce que le marketing et la communication renvoient de la façon dont les choses sont faites. Et initialement, ce décalage, il a été fait pour des raisons fantastiques, qui était de se dire, après la Deuxième Guerre mondiale, on va plus jamais avoir faim, on va plus jamais se priver, et on va construire un système qui permette à chacun de se nourrir en qualité et en quantité. Et on a développé toute une série de techniques, on a mobilisé des chercheurs, des agronomes, des agriculteurs, pour trouver des solutions pour produire en grande quantité et au prix le moins cher possible. Et objectivement, on a réussi à faire des sauts quantiques sur cette conviction. Et aujourd'hui, on a des gens comme Leclerc qui nous disent c'est moins cher chez moi, ça sera toujours moins cher, etc. Mais quand on est au cœur de ces sujets-là, et qu'on voit, moi quand je suis allé voir les premières fois les sites de production sur le cochon, je suis tombé de ma chaise aussi. Et je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants demain ? Qu'est-ce que je vais leur dire sur ces façons de faire ? Et
comment je vais leur dire que j'ai assumé ça? Et en fait, j'ai l'intention de ne pas le faire. Non pas de ne pas leur raconter, mais au contraire d'essayer on rejoint ce que je disais tout à l'heure, de se projeter dans un nouvel imaginaire et de se dire on doit être plus intelligent que ça, on doit avoir la capacité à produire autrement. Parce qu'aujourd'hui, on commence à voir effectivement toutes les conséquences et ce qu'on appelle les effets collatéraux de ces choix qui ont été faits pour nourrir tout le monde. Donc on parle de l'élevage intensif, on parle de la présence des pesticides, des antibiotiques dans l'alimentation, on parle des maladies de civilisation, le cancer, l'obésité. Et moi je considère, c'est ma vérité, qu'on ne peut pas être un citoyen, un consommateur et aux commandes dans une entreprise et pas essayer de changer ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette prise de conscience, je pense qu'elle est très très large, en particulier en France, et parce qu'en France, on a une vraie passion pour l'alimentation. Et on voit aujourd'hui énormément de petites initiatives dans tous les sens. Alors c'est des AMAP, c'est des circuits courts, c'est la possibilité d'acheter directement aux producteurs, qui proposent des solutions alternatives et qui permettent déjà d'amorcer un changement significatif. Mais quand les consommateurs nous parlent aujourd'hui, quand on interagit avec eux, ils nous disent écoutez, nous on a changé, on a compris qu'il y avait un problème, mais vous n'avez pas changé. Et ils cherchent désespérément des solutions. Et en fait, dans les entreprises, on dit souvent les consommateurs sont schizophrènes. Ils déclarent en permanence vouloir des produits de très haute qualité, et puis quand on leur propose, ils ne sont pas prêts à les payer, et finalement personne n'achète ces produits-là. Moi je pense que c'est dans les entreprises qu'on est schizophrène en fait. Parce que les consommateurs, on sous-estime fondamentalement leur niveau de compréhension des enjeux, leur niveau de conscience et leur capacité à décrypter finalement les stratégies des entreprises et la stratégie marketing en particulier. Et souvent quand on se met à développer des produits qui sont censés répondre à ces problématiques, c'est tellement différent de ce qu'on fait d'habitude qu'on le fait consciemment ou pas, de manière très maladroite. Et pour un consommateur, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'on lui raconte une histoire, qu'on lui raconte un mensonge. Et il s'en va en courant. Et dans les entreprises, on dit, vous voyez, il n'est pas prêt. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire de ce que nous, on a fait. C'est une toute petite illustration. Parce que Fleury Michon, vous connaissez pour la charcuterie, certainement. Mais on fait aussi des plats cuisinés et on fait un truc très bizarre qui s'appelle le surimi. Alors le surimi, je pense que dans l'industrie agroalimentaire, il y a pas photo. Enfin, il y a sans doute compétition avec le nugget de poulet, mais dans les typologies de produits très 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 étranges, il arrive bien haut. Et il n'y a jamais de hasard, bien sûr. C'est un produit qui n'a pas de référent culturel en France, puisque c'est un produit qui a été importé dans les années 90 du Japon. Et quand vous regardez la liste des ingrédients de certains produits sur le marché, vous voyez des trucs vraiment très étranges, genre polyphosphate, sorbitol, glutamate, que vous n'avez pas du tout dans votre placard, enfin je crois pas. Donc il n'y a jamais vraiment de fumée sans feu. Et il se trouve que l'histoire du surimi pour Fleury Michon, c'est l'histoire d'une découverte par la 4e génération des fondateurs, qui dans les années 90 découvrent au Japon une façon finalement qu'ont trouvé les Japonais de conserver le poisson, comme nous on a en Europe trouvé des façons de conserver le lait. On a fait du yaourt ou on a fait des fromages. Et au Japon, c'est un grand pays de pêche depuis longtemps, en fait les femmes de marins pêcheurs, pour conserver le poisson, l'émiettaient et le trempaient dans du sucre ou dans du sel. Ça s'appelle le kamaboko. Et il y a autant de variétés de surimi au Japon qu'il y a de fromage en France. Voilà. Et dans les années 90, Yves Gonor découvre ça. Il trouve que c'est une façon géniale de proposer du poisson, une alternative pour le consommer, et il décide de lancer ce produit-là en France. Et puis il n'est pas bien lancé, on parle de crabe. Et puis il y a toutes ces histoires derrière sur la composition. Et moi je suis arrivé chez Fleury Michon il y a 3 ans. 15 jours après, c'était la crise du cheval. Donc je suis rentré assez vite dans les problématiques. Et après nous avoir posé la question sur qu'est-ce que vous mettez dans vos lasagnes, les consommateurs nous disaient mais au fait qu'est-ce que vous mettez dans le surimi? Et on peut le comprendre. Alors il se trouve que ça faisait 5 ans que Fleury Michon travaillait sur cette recette pour la faire évoluer de manière très radicale.
et que cette histoire-là, on l'avait jamais racontée. C'est-à-dire qu'on avait enlevé tous les conservateurs, on avait passé la ressource principale qui est la... Je vous confirme qu'il n'y a pas d'œil de Bernard l'ermite. C'est vraiment de la chair de poisson. Et on avait décidé de s'approvisionner en Alaska, qui est un endroit où la ressource est abondante et surtout gérée de manière durable. Sauf que cette histoire-là, on ne l'avait pas racontée. Et on s'est dit que la seule façon finalement de convaincre les consommateurs qu'on avait travaillé autrement, c'était pas de faire une campagne de publicité comme on m'a appris à les faire, où tout le monde est heureux dans la cuisine, et on mange et on se régale, il y a même des sirènes qui sont au fond de la mer et qui sortent et qui t'amènent le surimi. Mais que vraiment pour être dans cette vérité, il fallait qu'on s'y prenne autrement, et finalement la meilleure façon de convaincre les gens, c'est pas de leur raconter une belle histoire, mais c'est de leur raconter la vraie histoire. Et on leur a proposé de remonter l'ensemble de la chaîne de production, l'ensemble de la chaîne, oui, depuis leur achat dans les supermarchés jusqu'à la matière première principale. Donc on leur a fait faire la recette, on leur a montré comment cette recette était faite à grande échelle dans les usines, et après on les a emmenés en Alaska pour voir comment c'était pêché. On a emmené des blogueurs, des consommateurs, des journalistes. Il y a énormément de contenu qui a été produit, parce qu'on ne pouvait pas emmener 60 millions de personnes en Alaska, j'y serais encore. Mais du coup, il y a des gens qui ont témoigné de ça. Et il y a eu un engouement assez incroyable pour le surimi. Alors je relativise, hein, c'était pour le surimi. Mais voilà, on était sur un marché qui était très attaqué, qui était en décroissance, moins 5%. Et en l'espace de 6 mois, on a inversé la tendance, on a fini l'année avec 12% de croissance. Je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais pour moi c'est juste une illustration que il y a lieu d'avoir de l'espoir, parce que quand on est capable de faire des choses d'abord de manière singulière et d'expliquer les choix qu'on a fait et de raconter non pas une belle histoire mais la vraie histoire aux gens, il se passe quelque chose d'incroyable. Et moi je souhaite que effectivement on puisse multiplier des initiatives de ce type-là pour être capable de faire évoluer notre système agroalimentaire, non pas uniquement, même si ça doit continuer à petite échelle, mais aussi à grande échelle, parce que c'est quand des grands noms de l'agroalimentaire commenceront à s'emparer de ces sujets-là, comme on a commencé à le faire, que les choses vont vraiment évoluer et que moi je pourrais dire à mes enfants, j'ai participé à faire évoluer les choses. Voilà d'où on est parti, voilà où on est arrivé. Quels sont tes rêves? Et on va essayer de les réaliser. Je vous remercie. Merci David. Donc le temps des questions. Alors là, je pense qu'il va quand même y avoir des mains qui se lèvent. Avec David, on est d'accord sur le principe de recevoir toutes vos questions. Il est venu un peu dans la fosse au lion, comme on disait, mais je crois qu'il a, voilà, il est prêt à entendre vos questions. Bonsoir. Première question, pourquoi il faut attendre qu'il y ait du cheval dans les lasagnes pour bouleverser nos industries, et pourquoi on ne le fait pas de manière plus sensée et proactive? Mais en fait, il ne faut pas attendre. C'est que il y a déjà des choses qui sont faites dont personne ne parle, parce on parle des choses qui vont pas bien, et c'est normal et c'est important. Mais il y a aussi des tonnes de trucs, des tonnes d'initiatives qui sont prises, qui vont dans le bon sens et dont personne ne parle. Donc finalement, à un moment donné, quand on a l'impression tous les jours d'essayer d'aller dans le bon sens, même si on n'est pas parfait, le fait d'avoir un coup de massue sur la tête de plus, c'est aussi un réflexe un peu humain qui fait que, je sais pas, je sais pas si c'est un sursaut d'orgueil ou une espèce de réaction de survie ou une espèce de, voilà, enfin, voilà, c'était une sorte de coming out pour se dire, eh ben écoutez, voilà, on a des convictions, il y a des choses qu'on fait, on n'est pas parfait, mais on va vous expliquer comment on fait les choses, parce que c'est la meilleure façon de vous rendre compte de notre réalité du quotidien, et pas finalement de voir le tableau uniquement par la couleur dans laquelle il est dépeint dans les crises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gros problèmes dans l'alimentaire, qu'il n'y a pas des vrais sujets à adresser, mais il y a aussi des choses qui avancent, des choses qui bougent, et on va essayer de les raconter plus fort. Voilà. Avant de laisser poser la deuxième question, David, quand on avait discuté, tu m'avais dit quelque chose que j'ai trouvé juste. De toutes les façons, enfin, faut pas croire non plus que Fleury Michon essaye de changer ou de parler vrai pour, on va dire, grandeur d'âme, certainement pas grandeur d'âme, mais surtout parce que business-wise, enfin,
Côté business, ils ont compris que de toute façon le consommateur était loin d'être un abruti et qu'à force de leur vendre de la merde, pour être poli, il y a un moment où ça passera plus. Donc ils ont conscience stratégiquement, donc ça devient intéressant parce que la boîte réalise que stratégiquement, de toutes les façons, ils ont intérêt à faire les choses correctement. Allô ? Ça marche plus ? Ça y est. Ils ont intérêt à faire les choses correctement parce que justement le consommateur n'accepte plus n'importe quoi et que de toutes les façons c'est de la survie. Même pour ces groupes-là, c'est de la survie de faire des choses bien. Est-ce que je dis vrai quand je dis ça ? Oui, alors après, moi on a fait sans doute plein d'erreurs, mais j'ai pas le sentiment qu'on a fait de la merde jusqu'à présent. Non, mais je parle pour tout le monde. Je le dis quand même. Voilà. Après, on a fait des conneries, hein, mais effectivement, ce que tu dis est très important. C'est-à-dire que dans mon métier, dans celui d'une entreprise privée, il y a l'objectif effectivement de pouvoir financer une croissance qui permettra de financer les futurs investissements, qui permettra de payer les salaires, qui permettra de finalement rendre l'ambition possible. Et si on rencontre plus notre public, c'est pas possible. Et là, il se trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique, mais je pense que c'est vrai dans toute la société, c'est qu'il y a une espèce d'alignement entre des convictions personnelles qui sont très fortes, moi je les porte, mais tous les collaborateurs de Fleury Michon, à leur façon, le font aussi. Finalement, la capacité d'aligner ses convictions personnelles et une rencontre avec un public qui va permettre de générer plus de croissance et donc plus de moyens pour financer la transition encore plus rapidement. Et moi, je pense que c'est un vrai sujet. À chaque fois que Fleury Michon gagnera des parts de marché, ça voudra dire que le sujet est en train de progresser. Et c'est bien, en fait. C'est pas une honte. Voilà. D'autres questions ? Il y avait une question. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir. J'ai une petite question alors, qui dépasse sûrement le cadre de votre métier, de vos compétences. Ça concerne peut-être plutôt le législateur. Mais il se trouve que j'ai rencontré un boulanger l'année dernière qui fait du pain à Vannes et qui fait du pain bio avec de l'eau de pluie, parce qu'il dit que c'est la seule eau qui n'est pas polluée. Et un type assez extraordinaire. Et le gars revendique le fait qu'il n'estampille pas sa production bio. Il dit, mais je vois pas pourquoi moi je marquerais que je fais des bons produits. C'est aux autres de dire qu'ils font des produits dégueulasses. Et je trouve que sa remarque, j'ai trouvé extrêmement pertinente. Et ça m'évoque cette idée, pourquoi effectivement on marque sur les emballages le petit logo AB pour dire que c'est bio, que c'est bon, que c'est bien fait, qu'on trace les produits pour dire d'où ils viennent, etc. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse, c'est-à-dire marquer sur tous les emballages qui ne respectent pas un certain nombre de normes, marquer que c'est pas bio, que ça a été mal élevé, que ça a été, etc., etc., etc. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je trouve que c'est une très bonne idée. Non mais sincèrement, c'est le sujet qu'on a abordé au comité exécutif la semaine dernière. Alors après, il y a quand même un certain nombre de repères dans les... Il y a deux choses. D'abord, chez Fleury Michon, on disait ça aussi beaucoup, c'est pas grave, on va faire bien les choses et puis les gens finiront bien par se rendre compte. Ce que dit votre boulanger. Hein. Moi je fais bien les trucs et puis de toute façon les gens vont se rendre compte. Moi je pense que c'est vrai, mais ça a des limites aussi. Parce que si vous n'êtes pas capable vous-même de raconter ce que vous faites et de l'expliquer, il y a tout un tas d'autres personnes autour de vous qui vont dire que la banette c'est fantastique et qui vont détourner finalement cette idée initiale à leur profit. Et moi c'était un gros sujet de discussion chez Fleury Michon, c'est si on ne prend pas la parole, c'est d'autres personnes qui vont défendre leurs propres intérêts qui vont le faire. Donc cette notion de valorisation et d'expertise ou d'explication, je pense qu'elle est clé pour que quand même il y ait une forme de transaction et que l'histoire elle soit la vraie histoire et pas une histoire qui est racontée. Ensuite, il y a malheureusement ou pas, il y a un certain nombre de repères aujourd'hui. Enfin, tous les repères sont brouillés, mais il y a deux repères dans l'alimentation sur lesquels les consommateurs se sont accordés en disant il se passe quelque chose d'à peu près sérieux là, c'est le bio et le label rouge. Et c'est les deux signes de qualité. Il y en a plein d'autres qui sont nés, mais c'est les deux signes de qualité qui sont en train transversalement de raconter une histoire. Alors le bio, il y aura des scandales sur le bio bientôt. C'est pas parfait. Il y a plein de choses qui sont pas parfaites. Moi, la conviction chez Fleury Michon, c'est que pour améliorer les choses, il faut essayer plein de voies et qu'il n'y en a pas qu'une seule.
que des initiatives, alors le bio peut être un référentiel, mais des initiatives de production, on travaille en ce moment avec une association qui fait de la permaculture. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, c'est du maraîchage, donc production de légumes. Et on utilise les différentes variétés de légumes pour stimuler la croissance et faire en sorte d'avoir une lutte naturelle entre les légumes. Ça permet de produire des légumes sans aucun pesticide. Les maraîchers parisiens au début du siècle faisaient 8 récoltes par an. On en fait 2 aujourd'hui avec la mécanisation. Donc l'idée, c'est de se dire peut-être qu'avec tout ce qu'on a appris depuis 50 ans, après la parenthèse enchantée des pesticides, on peut peut-être passer de 8 à 10 et, sans avoir le label bio, être capable de produire quelque chose de très grande qualité, mais qui soit aussi, qui rende aussi tous ces services dont on a parlé en installant des gens sur l'emploi, etc. Maintenant, la seule façon effectivement de reconquérir durablement la confiance, c'est d'être dans la transparence. Donc je ne sais pas si on ira jusqu'à dire il y a des cochons heureux ou malheureux sur les packs. Je vous en parlerai très volontiers l'année prochaine. Voilà. Une dernière question. Est-ce qu'il y a Bonjour et merci pour votre intervention. En vous écoutant, j'ai me proposais de transformer le dernier mot du titre qui vous surplombe derrière vous. Est-ce qu'on n'est pas passé à une ère où la question se pose de la vérité si je vends? Je m'explique, c'est à partir du moment où vous êtes sur le marché, et je vous poserai vous une question en tant que directeur marketing, de savoir quel est votre cadran pour mesurer vos performances, les fameux KPI. Est-ce que, au-delà des parts de marché et des taux de croissance que vous avez fièrement, et on le comprend, énumérés tout à l'heure, il y a d'autres cadrans en termes de ce qu'on pourrait appeler performance globale, une terminologie que j'emprunte au centre des jeunes dirigeants. Est-ce qu'il y a d'autres cadrans qui gouvernent vos actions? La vérité, si je vends, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une ère d'ubérisation. Airbnb, on évalue les autres et on évalue à notre tour. L'évaluation, elle est de partout, à chaque instant, et systématique. On va vers là. Donc de toute façon, ce n'est plus... Je suis désolé de vous enlever une part de fierté. Ce n'est plus si je veux, mais de toute façon, c'est si je vends, c'est-à-dire que vous êtes sur le marché et ça va vous obliger à un devoir de vérité. Et donc, je réitère ma question. Avez-vous, vous, d'autres indicateurs de performance au-delà des parts de marché? Merci. Alors, oui, on en a d'autres. Je pense que dans le système dans lequel on vit, donc on peut le questionner, hein, et moi je m'en suis rendu compte sur une autre initiative, il n'y a rien qui fait plus s'allumer les yeux d'un homme de marketing, d'un dirigeant ou d'un homme de l'entreprise qu'un succès business. C'est le cas dans tous les secteurs. Tesla aujourd'hui, on est en train de se dire c'est fantastique ce qu'il est en train de faire, Elon Musk. Donc moi je veux pas questionner ce fondamental-là parce que je considère que si derrière ce fondamental il y a quelque chose qui est de grande ampleur et qui fait bouger les choses, comme Tesla dans l'industrie automobile par exemple, c'est quelque chose qu'il faut conserver. Néanmoins, bien sûr, c'est pas le seul critère de succès. C'est quand même un critère important parce que c'est celui qui permet de financer la future croissance et qui permet de financer les futurs investissements et qui permet de financer finalement la façon dont l'entreprise va pouvoir s'ériger dans son écosystème. Maintenant, effectivement, on travaille sur tout un tas d'autres indicateurs, sur les emplois créés, les emplois directs et indirects, sur la façon dont on va faire vivre les écosystèmes autour de nous. On travaille sur des relations avec les fournisseurs pour les accompagner dans leur croissance. Et c'est effectivement, enfin tout seul on peut pas grand-chose. Donc on est de fait dans un écosystème très complexe, et c'est la richesse et la vivacité de cet écosystème qui fait le succès d'un des maillons de la chaîne. Et je pense qu'on a perdu en particulier dans l'alimentaire cette dimension, c'est que chacun s'est spécialisé dans son domaine. Les éleveurs de cochons dans un sens, l'abattoir, les transformateurs. Chacun a l'impression de faire très bien son travail, mais personne n'a la vision. Tout le monde a perdu la vision finalement globale. Et ça amène des agriculteurs à vous dire ces pommes-là, je les vends à Carrefour. Et puis les pommes qui sont là, c'est pour mes enfants parce que celles de Carrefour, je ne vais pas leur donner compte tenu du cahier des charges qu'ils m'imposent. Et moi, je pense que cette vérité, cette mise à plat et cette sincérité qu'on doit retrouver finalement d'être humain, elle crée de la valeur qui est économique, mais elle crée aussi de la valeur d'engagement. Elle amène aussi les gens à se dépasser et à essayer de sortir de leurs conventions. Et voilà, j'ai pas trouvé tous les indicateurs pour le mesurer, mais je serais ravi d'en trouver des nouveaux. Voilà. Merci David.
Merci beaucoup. J'espère que vous avez d'autres petites fenêtres qui se sont ouvertes par rapport à ce sujet. Je crois qu'effectivement, le sujet de l'agroalimentaire est un vrai sujet un vrai sujet de préoccupation pour notre santé, pour nos enfants. Et donc, merci encore d'être venu en discuter avec nous. Bien voilà, Tribe 11, c'est fini. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je crois que c'est quand même très rare pour un public parisien de venir à une soirée, de payer et de ne pas savoir ce qui va s'y passer. Donc bravo pour cette volonté de venir et cette curiosité justement. Donc bravo à vous, applaudissez-vous parce que vraiment, merci.